La question du mépris social, elle est extrêmement importante parce qu'on l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, on a eu quand même une libération de la parole élitaire, parfois extrêmement méprisante. Souvenez-vous de cette phrase absolument aberrante sur le plan politique, démocratique, d'un ancien porte-parole du gouvernement, M. Griveaux, qui en pleine crise des Gilets jaunes, spontanément va lâcher « mais comment voulez-vous que nous donnions quitus à des fumeurs de clopes et à des gens qui roulent au gasoil ». Donc il y a eu une sorte de libération spontanée du mépris social qui aujourd'hui constitue en effet, si vous voulez, un puissant ressort du vote en faveur du Rassemblement national. Arnaud Benedetti, bonjour, merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. On est toujours content de vous avoir, vous êtes déjà venu, vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne, vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, vous êtes éditorialiste aussi à Radio France et à Radio Orient, et vous signez ce livre qui vient de sortir ces jours-ci, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, je me montre à la caméra, livre absolument passionnant, je regrette de ne pas avoir eu assez de temps pour le lire complètement, mais j'en ai lu de très larges passages, extrêmement intéressants sur la mécanique qui, selon vous, va conduire le Rassemblement national au pouvoir. Alors, pour vous, la victoire du Rassemblement national, elle est sinon certaine, au moins quasiment acquise, c'est ce que vous expliquez. Et si des élections devaient se dérouler demain, c'est ce que vous écrivez, ou plus précisément, si l'élection dont tout découle en France, à savoir la présidentielle, devait se tenir en 2024, eh bien la victoire de Marine Le Pen relèverait non pas de l'hypothèse ou de la probabilité, mais de la certitude. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé là, après 40 ans de lutte contre le Rassemblement national? Alors déjà, un point quand même liminaire qui est important, c'est qu'il y a un point d'interrogation dans le titre. Donc, si vous voulez, c'est une hypothèse que j'étudie, mais il est clair qu'aujourd'hui, au regard de ce que l'on voit du rapport de force politique, des dynamiques sociologiques, de l'agenda aussi médiatique, j'allais dire même du fonctionnement du champ médiatique, on a, disons, un Rassemblement national qui n'a jamais été dans une position aussi favorable que celle d'aujourd'hui. Et que si en effet demain une élection présidentielle devait se tenir en 2024, c'est-à-dire à l'heure où l'on parle, Marine Le Pen aurait toutes les chances de l'emporter, ce que confirme d'ailleurs tout un ensemble de sondages qui ont été effectués ces derniers mois et ces dernières semaines. Alors comment aujourd'hui expliquer cette dynamique? Si vous voulez, je crois qu'il y a trois éléments qui me paraissent extrêmement importants en termes de dynamique. D'abord, une dynamique sociologique. Quand on regarde l'histoire électorale du Front National devenu Rassemblement National de ces 20 dernières années, on constate d'abord une progression constante dans les socles sociologiques historiques du Rassemblement national, qui est devenu par exemple le premier parti ouvrier de France, puisque au second tour de l'élection présidentielle de 2022, 63% des ouvriers ont porté leur suffrage sur Marine Le Pen. C'est le premier parti aussi des employés, plus de 50%, je crois 55% des employés ont voté au second tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen. C'est le premier parti chez les commerçants également, où là aussi Marine Le Pen a obtenu plus de 50% des suffrages. Donc on a dans ces socles, qui sont les socles fondamentaux du Rassemblement national, une progression qui est en tout point spectaculaire. Et le RN continue à progresser. Alors, il progresse dans d'autres catégories. Il progresse dans ces catégories, bien évidemment, par rapport à 2002. Je prendrai un exemple. En 2002, Jean-Marie Le Pen fait à peu près 33% chez les ouvriers. Marine Le Pen double le score de son père en 2022. Il fait, je crois, 19 ou 20% chez les employés. Marine Le Pen fait plus de 50%. Il fait, je crois, environ 22 ou 23% chez les commerçants. Elle fait plus de 50% en 2022. Donc, nous avons une progression forte, continue, massive. Ensuite, il y a d'autres catégories et d'autres segments sociaux où le Rassemblement national progresse, c'est celui des classes moyennes.
notamment dans une catégorie des classes moyennes qui est en termes de catégorie socio-professionnelle CSP, qui est extrêmement importante, qui est la catégorie des professions intermédiaires, qui est un peu le cœur, si vous voulez, des classes moyennes. Et là, Jean-Marie Le Pen, en 2002, faisait à peu près 12% au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen performe à plus de 45% dans ces catégories-là. Donc, classe populaire, classe moyenne, progression importante. Et les sondages récents montrent qu'il commence à y avoir une percée dans un certain nombre de catégories supérieures, de professions intellectuelles, voire parfois chez les retraités, dans le vote en faveur de Marine Le Pen. Ça, c'est les dynamiques sociales. Deuxième dynamique qui est très importante, c'est la dynamique générationnelle. Je crois que c'est la dynamique qui est peut-être la plus importante. Si vous voulez, dans un marché électoral, vous avez des entrants et vous avez des sortants. C'est le cycle de la vie, tout simplement. Et quand on regarde la structuration générationnelle, par exemple, du vote en faveur du bloc central, c'est-à-dire pour aller très vite, le bloc macroniste, c'est un bloc qui est plutôt, qui recouvre plutôt celui des seniors, globalement, où là, en effet, Emmanuel Macron, au second tour de l'élection présidentielle, par exemple, de 2022, va surperformer. Par contre, en ce qui concerne le vote des jeunes, c'est-à-dire des nouveaux électeurs, soit des 18-24 ans, mais surtout, plus spécifiquement, des électeurs qui rentrent dans la vie active, ceux qui ont fait des études notamment et qui rentrent à partir de 24 ans, voire 25 ans dans la vie active. Là, Marine Le Pen est majoritaire. Donc elle est majoritaire aujourd'hui au second tour de l'élection présidentielle chez les jeunes et chez les actifs. Donc si vous voulez, elle incarne d'une certaine manière le vote d'avenir. Et ça, c'est quand même un élément qui est absolument essentiel dans une prise, dans une conquête du pouvoir, un peu à la manière, toute proportion gardée, et avec des nuances, évidemment, un peu à la façon dont le Parti socialiste a conquis le pouvoir à la fin des années 70 et au début des années 80, qui disposait aussi du vote, en partie des jeunes et d'une grande partie des actifs. On est un peu dans une configuration similaire de conditions de préparation d'alternance. C'est spectaculaire parce que précisément ces jeunes, on a dit que LFI et l'extrême gauche avaient une grosse prise sur cette génération et on le voit encore dans les universités qui sont aujourd'hui objet de troubles. Donc finalement, c'est une minorité. Ce sont les jeunes étudiants Alors il y a un vote en effet des jeunes qui sont pris par LFI. Il y a quand même un vote des jeunes aujourd'hui en faveur de LFI, mais ce vote aussi, il existe au sein du Rassemblement national. Je crois que ça, c'est une donnée qui est une donnée extrêmement importante. Ensuite, il ne faut pas, si vous voulez, confondre la représentation médiatique que l'on fait de la jeunesse et la représentation sociologique de la jeunesse, qui est parfois assez différente de la représentation médiatique de la jeunesse. Il y a un effet aussi très important sur la question de la dédiabolisation. Bon, clairement, aujourd'hui, nombre d'observateurs, nombre d'analystes considèrent que le Rassemblement national est en voie de parachèvement de sa normalisation politique. Oui, on y reviendra. Oui. Il y a un élément qui est très important, là aussi sur le plan, j'allais dire, de l'impact des générations sur cette dédiabolisation. C'est que les générations, si vous voulez, qui aujourd'hui arrivent sur le marché électoral sont des générations où l'impact de la diabolisation est beaucoup plus faible qu'il ne le fut sur les générations qui rentraient sur le marché électoral dans les années 80 ou 90, où en effet, à ce moment-là, j'allais dire, le processus de diabolisation de Front républicain jouait à plein en faveur des partis de gouvernement. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce que tout simplement, nous avons des jeunes électeurs qui sont socialisés justement dans une atmosphère qui est plutôt une atmosphère de dédiabolisation. Donc ça aussi, si vous voulez, cet effet générationnel joue énormément sur les représentations qu'une partie du corps électoral peut avoir de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Oui, alors vous en parlez beaucoup de cette dédiabolisation. En fait, tout est lié. Et c'est la poussée du Rassemblement national, elle est largement liée à ce phénomène de dédiabolisation. Est-ce que, quand on se retourne vers le passé, comme vous l'avez fait, est-ce que c'est une construction purement politique ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent cet effondrement? Ça a été quand même structurel, cette diabolisation du RN. Alors, il y a des éléments qui sont liés Par le système. à l'accès au pouvoir au sein du RN de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, clairement, quand elle devient présidente du Rassemblement national succédant à son père, va assez rapidement prendre ses distances avec un certain nombre d'éléments qui étaient les éléments les plus allergisants de Jean-Marie Le Pen. Notamment, par exemple, sur la lecture de l'histoire. Il faut se souvenir que dès son accession
à la tête du Rassemblement national, elle va donner un grand entretien au Point, où sur les grandes questions historiques, notamment la question de la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un élément qui, d'une certaine façon, jouait fortement dans la diabolisation du Front National, du fait aussi parfois, quand même, il faut le noter, des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen prend tout de suite ses distances par rapport à la lecture jugée très ambivalente, voire parfois très favorable, de Jean-Marie Le Pen à l'époque de l'occupation. Donc, déjà, si vous voulez, il y a quand même un travail qui est fait par le RN sur lui-même dès l'accès de Marine Le Pen à la tête du Front National. L'autre aspect, si vous voulez, ce à quoi nous avons quand même assisté ces dernières années, c'est que le vrai sujet aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est pas tant celui de l'acceptabilité républicaine, d'autant plus qu'il y a un élément très important qui a joué, si vous voulez, je pense, dans la dédiabolisation, c'est la parlementarisation du RN. Le fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national dispose d'un groupe parlementaire de près de 88 députés à l'Assemblée nationale a changé, bien évidemment, la perception que l'on peut avoir du Rassemblement national, d'autant plus que le Rassemblement national, tout de suite, s'est inscrit dans un fonctionnement, j'allais dire, très républicain des institutions et de l'Assemblée nationale, comparativement à d'autres forces politiques qui, elles, à gauche, à l'extrême gauche, notamment avec LFI, avaient, j'allais dire, une autre conception de la pratique parlementaire. Donc tout ça a joué en faveur du Rassemblement national. Donc je crois que le vrai sujet aujourd'hui pour Marine Le Pen, et c'est ce que j'aborde entre autres dans ce livre, c'est la question de la crédibilité, c'est-à-dire incarner une offre de gouvernement, d'alternance, qui soit crédible et qui permette de rallier à elle d'autres segments sociaux qui, par exemple, considèrent que peut-être Marine Le Pen peut faire un très bon diagnostic sur les questions migratoires, mais que sur la question économique, elle apparaît parfois fragile. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, pour le Rassemblement national, c'est de pouvoir montrer, de faire la démonstration qu'il dispose d'une capacité d'expertise, d'une capacité de maîtrise technique des problèmes auxquels il sera confronté lorsqu'il sera au pouvoir, pour rassurer une partie de l'électorat, notamment de l'électorat conservateur, qui serait prêt éventuellement à voter pour le Rassemblement national. Voilà, et des cadres, etc. Alors, avant de basculer dans le programme et de voir un petit peu l'effet sur la Macronie aussi, de cette poussée du RN, je voulais vous demander ce qu'elle devait à Jean-Marie Le Pen, hein, puisque nous venons d'en parler. Elle n'est pas partie de rien, comme Giorgia Meloni, Marine Le Pen. Elle est partie d'un socle qui était quand même assez puissant. Qu'est-ce qu'elle lui doit et d'après vous, est-ce que l'héritage, finalement, l'a porté ou a été un handicap, ou les deux? Elle doit au fait à Jean-Marie Le Pen, elle doit à son père d'être celui qui a quand même réussi à bâtir tout au long des années 80 et 90 une offre politique qui a pu faire adhérer les classes, notamment les classes populaires, mais aussi une partie des classes moyennes, à un certain nombre d'enjeux qui sont aujourd'hui des enjeux qui se sont imposés dans l'agenda politique et médiatique du pays. Qu'on le veuille ou non, l'un des moteurs importants de la progression du Rassemblement, du Front National et du Rassemblement national est lié à la question migratoire. Et sur ce sujet, le fait que Jean-Marie Le Pen ait chevauché, d'ailleurs, dès la fin des années 70, mais surtout à partir des années 80, cette thématique de la question migratoire, de la question identitaire, indéniablement a permis de construire les bases d'un parti politique qui s'est construit à travers cet enjeu-là. D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, finalement, Marine Le Pen, même si elle fait de cet enjeu migratoire une des priorités de son programme et de la mise en œuvre ensuite de son programme, si elle accédait demain à l'Élysée, en parle certes, mais n'en parle pas beaucoup plus que d'autres forces politiques qui aujourd'hui se positionnent par rapport à la question de l'immigration. Rappelez-vous l'élection présidentielle de 2022, hein, elle n'est pas si loin de nous, c'était il y a 2 ans maintenant. Marine Le Pen ne va pas insister fortement sur la question migratoire. L'enjeu qui va être l'enjeu central pour elle dans cette élection, c'est la question du pouvoir d'achat. Donc elle n'a pas besoin d'en parler. Elle n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui d'une manière aussi forte que par le passé, comme le faisait son père, parce que de toute façon, dans les représentations des électeurs, ceux qui ont l'antériorité finalement d'avoir été les lanceurs d'alerte sur cette question-là, c'est clairement le Rassemblement national. Donc c'est plutôt les autres
autre qui se positionne par rapport aux propositions en matière de politique migratoire du Rassemblement national. On l'a vu notamment lors des débats particulièrement controversés qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale lors de l'adoption, selon nous, de la loi sur l'immigration. Absolument. Et enfin, on voit que Bardella, par exemple, dans un débat récent d'hier soir, a beaucoup insisté sur l'immigration. Oui, ça reste quand même parce que ça reste un élément moteur, en effet, j'allais dire, du programme politique du Rassemblement national, parce que tout simplement, quand on mesure finalement les priorités des Français en matière d'attente, la question de l'immigration est une question qui apparaît très haut dans les préoccupations, d'autant plus qu'elle est considérée comme une question qui a évidemment des impacts sur l'économie, sur le social, sur la question bien évidemment de la conception que l'on se fait de la République. C'est une question, aujourd'hui la question migratoire est devenue quasiment une question, si vous voulez, transverse en l'occurrence. Donc ils font en effet de cet enjeu un enjeu encore majeur, mais pour conquérir le pouvoir, et pour apparaître comme une force de gouvernement, il faut être capable, bien évidemment, de parler de tous les sujets. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Rassemblement national, et depuis de nombreuses années, élargit largement son spectre en termes d'enjeux et de programmation politique. Voilà, et alors notamment avec un discours sur l'Europe, dont vous parlez beaucoup, un rejet profond de l'Europe supranationale et technocratique, plus ou moins antidémocratique, en tout cas dans la critique qui peut en être faite. Et vous dites que le Rassemblement national reprend finalement pas mal les critiques d'Aquilino Morel, qui est cet ancien conseiller de François Hollande, qui avait écrit un livre absolument passionnant, d'ailleurs, qui s'appelle L'opium des élites, très critique sur la construction européenne, et qui vient de signer un livre plus récent, La parabole des aveugles, et que vous citez largement. Qu'est-ce qu'elle emprunte à cette critique européenne? Est-ce que c'est un vrai moteur pour elle? Alors, oui, alors le Rassemblement national a évolué sur cette question ces dernières années. Je rappelle dans le livre notamment qu'en 2017, lorsqu'elle est candidate à l'élection présidentielle pour sa première confrontation face à Emmanuel Macron, le Front National, qui n'est pas encore le Rassemblement national, puisqu'ils changeront de nom un an plus tard, est encore sur une ligne qui est une ligne de sortie de l'euro. Cette ligne qui est la ligne Philippot, pour aller très vite, souverainiste, orthodoxe en l'occurrence, va être abandonnée fin 2017 parce qu'on considère que c'est une ligne qui n'est plus susceptible de faire grandir le vote Rassemblement national, puisqu'elle effraie une partie des classes moyennes et des catégories supérieures. C'est la question de la crédibilité qui est posée là. D'ailleurs, sur cette question d'euro, il est très intéressant de noter que, par exemple, quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen a toujours considéré, lui, que la sortie de l'euro n'était pas un choix stratégique véritablement, sur le plan électoral, très efficient. Il a toujours dit à sa fille, mais fais très attention avec cette ligne, parce que n'oublie jamais une chose, c'est que les Français ont leur épargne en euros. Donc c'est un peuple d'épargnants et c'est un peuple qui peut en effet être effrayé par cette proposition. Donc lui avait déjà identifié dire, le risque électoral que ça comportait. Donc à partir de là, il y a un changement, si vous voulez, de logiciel. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que, si vous voulez, la grande idée du Rassemblement national, et quand on discute avec Marine Le Pen, c'est ce qu'elle vous dit, elle dit clairement, de toute façon, nous, aujourd'hui, l'objectif que l'on poursuit dans cette question européenne, c'est de considérer que nous pouvons faire changer l'Europe de l'intérieur. C'est-à-dire que si demain la France m'élit à l'Élysée, si demain la France accorde une majorité à l'Assemblée nationale, au Rassemblement national et élit une présidente de la République, la France est suffisamment forte dans la construction européenne, la France est suffisamment un arc-boutant essentiel de la construction et de l'Union européenne que nous serons en mesure de faire évoluer l'Europe. Évidemment, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux conceptions. Il y a une conception, et je crois que c'est d'ailleurs peut-être aujourd'hui la ligne de clivage principale sur le plan politique et idéologique, c'est la ligne de clivage entre souverainistes et fédéralistes. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'à proportion que ce que l'on appelle le vote populiste progresse en Europe et progresse plus spécifiquement
dans ce pays très singulier que constitue la France. Vous avez du côté de ceux qui se présentent comme les Européens de toujours, que l'on qualifiera parfois de manière péjorative les européistes, la volonté d'accélérer un agenda qui est un agenda fédéraliste. Voilà. Et on l'a vu récemment encore avec le vote d'une proposition de résolution au Parlement européen sur l'avenir des institutions européennes, un vote qui est d'ailleurs très important puisqu'il propose la suppression définitive du vote à l'unanimité, c'est-à-dire la généralisation du vote à la majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'en fait, plus aucun pays aura un droit de veto de s'opposer à une décision qui est une décision de l'Union européenne à partir du moment où les États se sont mis d'accord à la majorité qualifiée. Et surtout, il préconise aussi la fusion de la fonction de président de l'Union européenne et de président de la Commission. Donc la création d'une sorte de supra-État C'est national. ça. Et alors d'ailleurs, vous dites que depuis l'acte unique de 1986, qui avait été poussé par Mitterrand, Delors et Helmut Kohl, eh bien, on a eu l'effet de cette poussée forcée vers une européanisation très rapide et très fédérale. Il y a eu 3 effets, vous dites: la dévalorisation de la France par les élites, la technocratisation du politique et la libération du mépris social. Et je voulais insister sur le mépris social. C'est vrai que ça a été quand même longtemps à la fois le moteur des gens qui votaient pour le RN et le moteur de ceux qui s'y opposaient. Vous savez, j'ai interrogé beaucoup de gens. J'ai interrogé une parlementaire européenne, socialiste, Aurore Lalucq, qui est proche de Monsieur Glucksmann, et qui m'expliquait lors d'un déplacement de Monsieur Glucksmann, elle accompagnait Monsieur Glucksmann, je crois que c'était dans l'ouest de la France, où Glucksmann est confronté dans la rue ou sur un marché, je crois, à des électrices du Rassemblement national. Et Glucksmann se tourne vers une de ces électrices et lui dit: mais pourquoi vous votez Rassemblement national? Et celle-ci a une phrase qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. Elle lui dit: parce que ce sont les seuls à ne pas avoir honte de nous. Donc la question du mépris social, elle est extrêmement importante parce qu'on l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, on a eu quand même une libération de la parole élitaire, parfois extrêmement méprisante, comme si on réactivait, vous savez, le vieux logiciel du 19e siècle qu'un historien, Louis Chevalier, avait décrit dans un de ses livres. Classe laborieuse, classe dangereuse. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, ce logiciel-là du mépris social soit d'une certaine manière mis en avant de manière très spontanée par ceux qui se réclament du camp progressiste. Alors, je ne parle pas de Glucksmann forcément, je parle plutôt en effet aujourd'hui de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire du camp présidentiel. Souvenez-vous de cette phrase absolument aberrante sur le plan politique, démocratique, d'un ancien porte-parole du gouvernement, M. Griveaux, qui, en pleine crise des Gilets jaunes, spontanément va lâcher: mais comment voulez-vous que nous donnions quitus à des fumeurs de clopes et à des gens qui roulent au gasoil? Donc, il y a eu une sorte de libération spontanée du mépris social qui aujourd'hui constitue en effet, si vous voulez, un puissant ressort du vote en faveur du Rassemblement national. Comme si finalement la France était aujourd'hui, pour reprendre la dichotomie et le distinguo que fait par exemple Jérôme Sainte-Marie, coupée entre d'un côté un bloc élitaire et un bloc populaire. Quelle est la part justement de l'autodestruction de ces européistes qui sont un peu les régionaux du mondialisme, hein, vous l'expliquez aussi, et du talent de Marine Le Pen? On se demande dans quelle mesure est-ce qu'ils ne se sont pas tirés le tapis tout seuls, et dans quelle mesure Marine Le Pen, par son talent, son analyse de la situation, a réussi à prendre cette position majeure d'alternance. Alors il y a quand même un événement important qui s'est passé dans notre vie politique ces 20 dernières années. C'est le vote de 2005. Hein. Rappelez-vous quand même que le référendum de 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen, les Français ont majoritairement rejeté ce texte à plus de 55%. Le fait est que 3 ans plus tard, un gouvernement de droite, en l'occurrence, hein, ceux de M. Sarkozy et de M. Fillon, rétablissaient quasiment 80% de ces dispositions dans un traité qui était le traité de Lisbonne. S'en est suivi vraisemblablement, de manière diffuse, mais en tout cas continue,
une forme, j'allais dire, de sentiment de dépossession démocratique, qui alimente là aussi, d'une certaine manière, je pense, le vote du Rassemblement national. En fait, aujourd'hui, la réalité nous oblige à constater que Marine Le Pen occupe un espace politique qui n'est pas très éloigné de ce que fut une formation politique comme le RPR de la fin des années 70 et du début des années 80. C'est pour ça que, si vous voulez, la critique qui consiste à considérer le Rassemblement national comme un parti qui serait en dehors du champ républicain ou qui serait un parti d'extrême droite ne porte plus parce que tout simplement, finalement, on peut considérer que le Rassemblement national d'aujourd'hui, qui a changé indéniablement, qui a transformé son visage, qui a transformé sa communication et qui a transformé son logiciel, est beaucoup plus proche du RPR de la fin des années 70 ou du début des années 80 que du Front National du début des années 80. C'est-à-dire que la droite, aujourd'hui, à travers le Rassemblement national, a, disons, récupéré la dimension populaire qui était la sienne sous le temps du général de Gaulle. À ceci près que ces partis étaient quand même très européistes et que vous dites que Macron pourrait être Pas le le dernier. Pas le RPR de la fin des années 70 et du début des années 80. Le RPR de la fin des années 70, souvenez-vous de Jacques Chirac, sous l'impulsion de Marie-France Garot et du fameux discours de La ligne Cochin. Garot n'était pas du tout celle-là. La ligne Oui. Garot Ouais. était celle du milieu des années 70. C'était une ligne. Et Jacques Chirac, de la première campagne présidentielle où il est candidat en 1981, est une ligne très souverainiste. Une souverainiste qui sera ensuite reprise en 1992 par notamment Philippe Séguin et Charles Pasqua lors de la campagne pour le traité de Maastricht. Donc il y a toujours eu quand même, au sein même du RPR, cette dominante souverainiste et sociale issue du gaullisme qui a continué à perdurer, mais qui a été, à mon sens, véritablement, cette fois-ci définitivement abandonné à partir de 1995, et l'accès de Jacques Chirac à l'Élysée, et l'accès surtout d'Alain Juppé comme Premier ministre à Matignon. C'est ça. Et alors, du coup, si Marine Le Pen devait être élue aux prochaines élections présidentielles, ça serait la fin, dites-vous, d'une longue série de présidents européistes et mondialistes, puisque même le Chirac qui a été élu à la présidence de la République n'était plus tout à fait le même. Et donc là, il y aurait une rupture très forte. Oui, alors après, si vous voulez, l'exercice du pouvoir est j'allais dire, la conquête du pouvoir est une chose, l'exercice du pouvoir en est une autre. La réalité, là aussi, quand même, montre que le Rassemblement national a, y compris sur la question européenne, quand même, évolué, a fait bouger les lignes, parce que, si vous voulez, en fait, il y a deux enjeux pour le Rassemblement national. Il s'agit d'incarner à la fois une alternance de rupture, par rapport à toutes les alternances que nous avons connues depuis 1980. Finalement, la dernière grande alternance que le pays ait connue, c'est l'alternance de 1981, avec l'accès de François Mitterrand à l'Élysée, qui peut être considéré comme une alternance de rupture. Et finalement, depuis 80 et depuis 88, la réélection de François Mitterrand, on a des alternances qui sont plus des alternances de profil que des alternances de projet. Aujourd'hui, ça c'est vrai, dans un pays en plus qui est très politique comme la France, où on aime bien parfois sentir le frisson de la rupture. Dans notre histoire, c'est quand même quelque chose d'important qui joue dans l'imaginaire politique. Force est de constater que Marine Le Pen occupe cette place de la figure d'une alternance de rupture. Parce que finalement, de grands Ça a été segments un de frein pendant l'électorat, longtemps. pendant de grands segments de l'électorat, considèrent que peu ou prou, finalement, toutes les majorités qui se sont succédées jusqu'à Emmanuel Macron, y compris jusqu'à Emmanuel Macron ces dernières années, ont mené à peu près les mêmes politiques, c'est-à-dire des politiques d'adaptation aux standards de la mondialisation via l'Europe. Ça, c'est le sentiment dominant. Donc, elle incarne la rupture, mais en même temps, pour gagner, il faut incarner, il faut avoir les deux bouts de la chaîne. Il faut être capable de rassurer. Donc elle est obligée de bouger. Donc elle bouge aussi sur la question européenne. Et évidemment, ceux qui aujourd'hui vous disent, mais regardez, écoutez ce que dit Marine Le Pen, mais regardez par exemple ce qui se passe en Italie avec Madame Meloni. Meloni, qui elle aussi avait un discours avant de conquérir le pouvoir, qui était un discours extrêmement dur sur l'immigration et extrêmement dur sur les institutions européennes. Une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, a changé quand même, a fait bouger sa ligne. Donc le risque aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est un risque que d'aucuns appellent la mélonisation de Marine Le Pen. Mais force, encore une fois, est de constater que
s'il y a aujourd'hui une force politique, une offre politique qui est en mesure, du fait de son efficacité électorale, d'incarner cette alternance de rupture, c'est aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, le Rassemblement national et Marine Le Pen. Quels sont les obstacles, ça sera la dernière question, Ouais. quels sont les obstacles qui pourraient, les défis, qui pourraient l'empêcher d'accéder au pouvoir aujourd'hui? Alors, il y a un obstacle qui est lié à l'agenda judiciaire, quand même, de Marine Le Pen. Je rappelle qu'elle est sous le coup d'un procès sur ce que l'on a appelé la question des assistants parlementaires, procès qui doit se tenir en septembre, avec un risque quand même d'inéligibilité, qui est admis quand même du côté du Rassemblement national. On est quand même préoccupé par cette affaire. Alors après, bon, il y a la question en effet de l'épuisement des voies de recours jusqu'à 2027. Ça, difficile d'en parler aujourd'hui. Donc il y a ce premier obstacle. Après, si vous voulez, le deuxième obstacle, ça serait finalement comment les concurrents peuvent éventuellement se reconstruire pour, d'une certaine manière, briser cette dynamique qui semble un peu une dynamique inaltérable. Force là aussi d'observer que, si vous voulez, l'état de décomposition du champ politique aujourd'hui privilégie l'hypothèse du Rassemblement national pour toutes ces raisons. On aura une majorité qui sera profondément quand même essoufflée en 2027, après 10 ans de pouvoir. Et on ne voit pas aujourd'hui, tant à droite qu'à gauche, si vous voulez, des offres politiques qui sont en mesure de se reconstruire. Alors, il y a quand même un élément qui est un élément, alors là on fait un peu de politique fiction, qui peut être un élément finalement contraignant pour le Rassemblement national. Et peut-être que ça sera le coup d'audace que tentera le président de la République. Le coup de poker, c'est une dissolution. C'est-à-dire, finalement, de dissoudre l'Assemblée nationale, avec la possibilité d'un Rassemblement national qui devienne majoritaire à l'Assemblée nationale et d'appeler à la cohabitation un Premier ministre du Rassemblement national, M. Bardella en l'occurrence, puisque Marine Le Pen a considéré que c'était lui qui devait aller à Matignon. Alors, dans une hypothèse de cohabitation, il est évident que le Rassemblement national face à un président de la République qui dispose quand même de prérogatives sous la Ve République dans un espace de cohabitation, l'exercice serait quand même assez compliqué pour le Rassemblement national. D'ailleurs, au Rassemblement national, vous avez deux lignes sur cette question de la cohabitation éventuelle qui s'opposent, enfin qui divergent. La ligne qui dit qu'il faut y aller le plus vite possible, parce que l'état du pays l'exige. Et puis une ligne qui est beaucoup plus prudente parce qu'ils considèrent qu'ils n'auraient pas vraisemblablement les mains libres pour pouvoir mener à bien leur politique, notamment sur la question migratoire. Parce que l'un des enjeux quand même très forts et où sera attendu le Rassemblement national, c'est cette question de la politique migratoire. La politique migratoire, la clé de voûte de la politique migratoire, d'une nouvelle politique migratoire pour le Rassemblement national, passe par l'organisation d'un référendum. Or, vous savez très bien que c'est le président de la République qui a cette initiative-là et que dans le cadre d'une cohabitation, il est évident que Emmanuel Macron ne convoquera certainement pas un référendum. Alors enfin, je voulais vous poser la question des deux partis de droite qui jouent leur rôle. LR d'une part avec François-Xavier Bellamy là pour les élections européennes et puis Marion Maréchal pour Reconquête. Est-ce que l'ampleur prise par la liste et les intentions de vote en faveur du Rassemblement national laisse un espace à ces deux listes pour l'instant, mais surtout une fois que le Rassemblement national approchera du pouvoir, est-ce qu'ils peuvent incarner finalement une nouvelle opposition de droite? Alors d'abord, il y a deux paramètres dans une élection européenne dont il faut tenir compte. C'est la grande volatilité des intentions de vote jusqu'au bout, même si on constate là quand même dans les sondages que le Rassemblement national a un taux d'engagement et de certitude de son électorat qui est très fort. Et le deuxième élément, c'est la participation. Donc le Rassemblement national est très traumatisé encore de l'épisode des régionales de 2021 où les sondages prévoyaient un score très important du Rassemblement national, voire la conquête de régions, et qu'en raison finalement d'un niveau d'abstention supérieur à ce qu'avaient prédit les sondages, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Pour les deux formations politiques dont vous parlez, d'abord il y a un premier objectif, qui est un objectif immédiat, c'est de passer la barre des 5% pour avoir des élus. Et accessoirement pour être Ça, c'est le premier objectif. Et accessoirement pour être remboursé de ses frais de campagne. Il est évident que cet objectif est un objectif essentiel, c'est un objectif de survie pour les deux formations. Après, le sujet, pour eux, c'est la volatilité électorale. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, au regard des intentions de vote qui sont les leurs aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait sûrs de franchir cette barre. Et il y a une compétition entre les deux.
La difficulté aujourd'hui pour les LR, c'est que malgré le talent de François-Xavier Bellamy, qui est incontestable, la difficulté pour Bellamy, c'est que, si vous voulez, il est obligé de porter une marque, la marque LR, qui est une marque qui est, force là aussi de le constater, assez abîmée dans l'opinion publique, parce que associée finalement à des reniements, à des trahisons, à des politiques qui sont des politiques dont on considère qu'elles n'ont jamais été à la hauteur du besoin de rupture que manifestait une partie de l'électorat de droite. Donc ça, c'est un sujet. Pour Reconquête, le problème, c'est comment je fais venir à moi à la fois les déçus de LR et éventuellement les déçus du Rassemblement national qui considéraient que le Rassemblement national, en s'étant trop dédiabolisé, est trop rentré dans le moule. C'est ça l'enjeu pour Reconquête. Mais surtout, à terme, une fois que, évidemment, le RN s'installe comme parti de gouvernement, donc il va y avoir des oppositions. Donc est-ce que ça n'ouvre pas le champ, soit LR, soit Reconquête? Dans l'immédiat, si vous voulez, ce que l'on peut constater, c'est que dans une atmosphère politique à droite, mais aussi à gauche, où l'antimacronisme est devenu, si vous voulez, j'allais dire, la dominante du sentiment politique, la liste de Jordan Bardella, encore une fois, à l'heure où l'on parle, c'est-à-dire le 5 mai, il peut y avoir un vote utile qui s'agrège et qui se cristallise autour de Jordan Bardella, parce que la marque Bardella RN est la marque la plus efficace pour sanctionner durement le pouvoir en place. Ça, c'est ce qui fait peut-être aujourd'hui la force de Jordan Bardella et du Rassemblement national dans cette élection. Ensuite, évidemment, vous savez, il y a deux solutions. Dans l'hypothèse d'un retour de la droite au pouvoir, soit le Rassemblement national l'emporte tout seul, et il semblerait qu'aujourd'hui, à ce stade, c'est plutôt, en tout cas, la ligne du Rassemblement national. On va gagner tout seul. Ou soit vous avez une hypothèse à l'italienne, c'est-à-dire une alliance des droites, une union des droites, qui est un peu un serpent de mer. Sauf que la France n'est pas l'Italie, je crois. Ça, c'est une différence fondamentale. Il y a une plasticité dans la vie politique italienne qui est indéniablement plus forte qu'en France. Donc cette hypothèse, il ne faut pas totalement l'exclure. Ce que vous disent un certain nombre de responsables du Rassemblement national, c'est que de toute façon, si demain ils accédaient au pouvoir, ils ouvriraient à l'ensemble de la droite, en tout cas de tous ceux qui veulent travailler à droite, mais même à gauche, disent-ils, les portes du gouvernement et les portes du pouvoir. Voilà, eh bien, écoutez, on va voir ça, on va étudier tout cela. Il faut absolument lire ce livre qui donne toutes les clés aux portes du pouvoir. RN, l'inéluctable victoire avec un point d'interrogation, vous l'avez souligné. Toutes les clés des années qui viennent. Merci Arnaud Benedetti. Merci à vous, Marc Bourdieu. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez financièrement notre combat, c'est important, et vous trouverez toutes les indications sur notre site web bvoltaire.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.